Troisième et dernière partie de l'Africa News, où nous sommes toujours en compagnie de nos éditorialistes Gracien Okindikiza, Alfred Chango et Jean-Marie Bitomo. Et tout de suite, direction le Nigeria, où 10 jours après l'élection présidentielle, le nouveau chef de l'État, Muhammadu Buhari, a reçu le soutien de l'opposition qui promet de coopérer, notamment sur le plan économique, afin d'assurer le développement du pays. Ibrahim Ndiaye. Le nouveau chef de l'État du Nigeria, Muhammadu Buhari, pourra compter sur l'opposition. Le PDP, le Parti populaire démocratique, battu lors du dernier scrutin présidentiel, s'est engagé ce mercredi 8 avril à soutenir le gouvernement du président élu, le général Muhammadu Buhari. Objectif, renforcer le développement du Nigeria. Nous promettons que dans ce cadre, nous travaillerons avec le président désigné, le général Muhammadu Buhari, pour faire progresser le pays en tant que nation. Nous coopérerons avec lui pour ce qui est de promouvoir les valeurs de notre pays et de faire progresser tous les indices de croissance nationale, ainsi que pour favoriser l'unité nationale et le développement de notre pays et sa démocratie. Le PDP tourne la page et accepte sa défaite. Le parti se veut une opposition responsable et entend jouer son rôle dans les débats pour revenir au pouvoir en 2019. C'est une excellente nouvelle et il faut tout de même souligner en termes d'analyse qu'après sa défaite lors du dernier scrutin, deux alternatives s'offraient ou s'offrent au PDP. Soit il joue la carte du pire, celle de la contestation systématique, soit il décide de jouer la carte de la coopération qui lui permettra de se présenter ou de présenter un projet alternatif viable en 2019. Maintenant, est-ce qu'il remplira les fonctions qui sont reconnues à l'opposition? Est-ce qu'il sera capable de coopérer efficacement tout en gardant le rôle qu'un parti d'opposition doit jouer? Là, c'est le principal défi qui attend le PDP. Le PDP, le Parti populaire démocratique, était au pouvoir depuis 16 ans. Le nouveau président Muhammadu Buhari, élu le 29 mars, sera officiellement investi le 29 mai 2015. Jean-Marie, est-ce que c'est une bonne stratégie pour le Parti populaire démocratique de promettre de coopérer avec le prochain gouvernement? De mon point de vue, il ne peut pas en être autrement, Fanny, tout simplement pourquoi? Parce que le Nigeria est dans une situation qui est assez critique. Il ne faut pas oublier la déstabilisation de l'État nigérian depuis pratiquement des années maintenant, à cause de l'effet de Boko Haram. Il ne faut pas oublier que l'ancien président a été battu aux élections énormément par rapport à ça. C'est-à-dire ça a joué, ça a été un des facteurs qui a joué en sa défaveur pour cette élection-là. Donc, pour pouvoir positionner la stabilité du pays, il faut jouer pratiquement à l'union nationale. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que l'homme politique aujourd'hui qui tirerait sur le pouvoir, sachant la situation, le Nigeria est devenu la première économie du continent, ça c'est une chose. Mais en termes de croissance et de stabilisation politique dans le pays, il est tout à fait important que tout le monde puisse se mettre ensemble. Et c'est pratiquement un mouvement qu'on voit dans tous les États de l'Afrique centrale qui sont menacés par l'histoire de Boko Haram. C'est que plus ou moins les oppositions, c'est-à-dire mettre de la sourdine là-dessus pour permettre au pouvoir en place de pouvoir mettre en place des actions appropriées pour pouvoir défendre la population. Donc ce qui arrive au Nigeria, tout simplement, il faut tout simplement souhaiter que ça aille jusqu'au bout. Ça ne voudrait pas dire pour autant, puisque c'est un parti qui est constitué. Tout ce que j'ose espérer, c'est que bon, et je ne pense pas que ça puisse arriver, que le parti, c'est-à-dire se renie pour se rallier au président de la République actuel qui a été élu. Ça voudrait dire quelque part qu'on fausserait quelque part le jeu démocratique. Ça voudrait dire que le nouveau président prendrait pour lui un parti qui a eu une influence pendant pratiquement 15 ans dans le pays. Gracien, vous partagez cet avis? Pas du tout. Parce que pour moi, le parti qui est dans l'opposition, l'ancien président, qui est toujours président aujourd'hui, il a été battu. Il faut que son parti joue dans l'opposition. On n'a pas besoin de dire qu'on va coopérer avec le pouvoir. Celui qui est au pouvoir, il n'a pas besoin de coopérer avec un parti de l'opposition. Il a ses équipes, il a des techniciens, il a d'autres gens. Concernant le problème de Boko Haram, ce qu'on peut attendre du gouvernement, du pouvoir de Buhari, c'est surtout la lutte contre Boko Haram. Vraiment, c'est un général, il connaît bien la stratégie militaire, essayer de gagner la guerre au moins pendant les 3 premières années. Quant à l'opposition, il faut critiquer, il y a le domaine économique, il y a des choses à faire, même si
Goodluck Jonathan n'a pas pu, disons, combattre la corruption, il faut aussi quand il est dans l'opposition, il doit critiquer, donc il doit avoir un travail vraiment non pas de se rapprocher avec le pouvoir, mais d'opposition, de jouer vraiment franc jeu pour que même le peuple nigérien se dise il y a des gens qui regardent et qui surveillent ce qui se passe au niveau du pouvoir. Alfred, une réaction rapide sur cette question? Rapidement, je dirais deux choses. C'est une bonne chose qu'il y ait cet accord de principe pour faciliter le début du pouvoir de Buhari. La deuxième chose, c'est que c'est une leçon pour les autres oppositions africaines. Il faut être une opposition responsable. Et là, en l'occurrence, c'est une opposition responsable. Merci, messieurs. Dans l'actualité également, l'Égypte va bénéficier de 1,2 à 2 milliards de dollars de la Société financière internationale, et ce au cours des 4 prochaines années. La somme sera investie dans le domaine des infrastructures et de l'énergie. Birama Saounera. Une bonne nouvelle pour l'économie égyptienne. La Société financière internationale prévoit un investissement de 1,2 à 2 milliards de dollars durant les 4 prochaines années. Ces investissements seront orientés vers les secteurs des infrastructures et de l'énergie. Nous prévoyons d'investir entre 300 millions et 500 millions de dollars par an en Égypte au cours des 4 prochaines années dans différents secteurs, mais surtout dans les infrastructures et l'énergie. Nous souhaitons faire entre autres des investissements dans des projets relatifs à la construction de ports et de zones logistiques. Depuis 2011, l'économie égyptienne connaît des difficultés. En cause, les événements politiques qui ont secoué le pays. L'activité touristique, qui constitue une manne importante pour l'économie nationale, tourne toujours au ralenti. Aujourd'hui, la relance de l'économie est devenue une priorité pour le gouvernement. L'investissement dans les infrastructures en Égypte aura un impact positif. L'Égypte en a grand besoin parce que le pays n'a pas pu justement construire des infrastructures de qualité ces dernières années à cause justement de l'instabilité politique et économique. Cela aura un impact positif parce que le tourisme est dans une situation difficile et le gouvernement doit s'atteler justement à poser les fondamentaux pour permettre à l'économie égyptienne de redémarrer de nouveau. L'Égypte a lancé d'importants projets pour renforcer les activités au niveau du canal de Suez. Ceci devrait, une fois terminé, générer des revenus de 13 milliards de dollars par an. Le nouveau canal devrait être achevé d'ici août 2015. Alfred, l'Égypte a aujourd'hui vraiment besoin de ces investissements extérieurs? Mais absolument, Fanny. L'Égypte revient de loin, sort quand même d'une très longue crise qui n'est pas totalement achevée avec les attentats par-ci, par-là. Mais je pense que Hussein al-Sisi a pris la mesure justement de l'importance de l'Égypte dans le jeu géopolitique du Moyen-Orient et en même temps de la nécessité de ramener l'Égypte justement dans ces jeux-là, et puis vis-à-vis de l'Afrique, puis vis-à-vis de la communauté internationale. La meilleure façon de couper l'herbe sous les pieds des frères musulmans et de tous les islamistes énervés en Égypte, c'est effectivement de donner du travail. Donner du travail, c'est investir le nouveau canal en construction, et puis pour les autres infrastructures et équipements, laisser financement, ça va pouvoir donner du travail, et donc à ce moment-là, effectivement, enlever l'herbe sous les pieds des islamistes qui pourraient justement s'appuyer sur l'échec du point de vue social pour accentuer encore la pression, les attentats. Donc c'est une très très bonne chose pour l'Égypte. Est-ce que c'est une bonne chose d'investir en premier dans les infrastructures, comme première étape? Oui, c'est une bonne chose parce que ce sont les domaines où il y a surtout ce qu'on peut appeler les hautes intensités de main-d'œuvre. Il y a beaucoup de gens qui travaillent, donc beaucoup de revenus. Et en même temps, on finance facilement avec que ce soit les emprunts ou les aides. Les gens, ils voient bien, les investisseurs voient, par exemple, dans le canal de Suez, il y a des bateaux qui passent. Donc, c'est un investissement qui rapporte, c'est à long terme. Donc, on peut espérer, donc ils espèrent chaque fois avoir des financements. Plutôt que de commencer, on peut dire qu'on peut commencer par les hôpitaux ou autres, mais en général, souvent, c'est bien de commencer par les domaines qui rapportent et en même temps qui vont financer le secteur social avec ce qu'il va avoir comme gain de rentabilité ou de retour sur investissement. Alors Jean-Marie, Alfred parlait du projet de ce canal qui va être creusé le long du canal de Suez. Est-ce qu'un tel projet peut être un moteur pour l'économie égyptienne? Le canal du Suez a toujours été une source de revenus importante pour l'Égypte. Ça, il ne faut pas l'oublier parce que
tout le commerce mondial, pratiquement, vous avez pratiquement à 60, 75 et 90% du commerce mondial qui passe par le canal de Suez. Donc, le fait que le gouvernement égyptien aujourd'hui décide de construire un second canal, c'est-à-dire pour ne pas subir la concurrence, parce que je pense que l'Éthiopie veut faire la même chose. Donc, comme vous avez le canal de Suez qui est déjà présent sur place, ça voudrait dire que les investisseurs internationaux, ils y voient ce qu'Alfred disait tout à l'heure, un retour sur investissement qui est relativement rapide et sécurisé surtout. Donc le fait que Al-Sisi ait remis un peu de stabilité dans l'environnement politique, et il y a aussi la problématique géopolitique dont Alfred parlait tout à l'heure, qui est une problématique très importante, dans la mesure où on sait qu'aujourd'hui, il ne faut pas oublier une chose, c'est que l'Égypte a toujours tenu une place. L'Égypte est financée chaque année de 100 milliards de dollars par les États-Unis. Donc l'Égypte a une place très stratégique dans la géopolitique de la région. À partir de là, il est tout à fait normal que SFI, non seulement les investissements sont des investissements qui sont sûrs, et un pays comme l'Égypte peut facilement, s'en sortir là-dessus, de par sa place et de par sa position dans la région. Merci monsieur. Et notre chiffre du jour à présent, l'aide au développement accordée aux PMA pays les moins avancés a reculé de 16% en 2014, atteignant 25 milliards de dollars. Plusieurs pays donateurs n'ont pas atteint le niveau de 0,7% du produit national brut fixé par les Nations Unies. Grâce à que pensez-vous de cette baisse ? On pouvait s'y attendre parce que les pays développés, les pays qui donnaient, notamment l'Union européenne et les États-Unis, ont connu des problèmes à un certain moment et jusqu'à aujourd'hui. Mais en même temps, ce que je peux dire au niveau de cette aide, c'est une bonne chose pour l'Afrique, mais c'est aussi une mauvaise chose pour l'Afrique. Parce que finalement, on reçoit, le montant qu'on reçoit au niveau de l'aide, il y a une bonne partie de l'argent qu'on ne reçoit pas ou qui part de l'Afrique avec l'évasion fiscale, avec tout ce qui est détournement même de l'aide qu'on reçoit. Et ce qu'on peut retenir, c'est que souvent, on reçoit de l'aide sur le papier. Et en réalité, en Afrique, on n'a que 10%, 20% qui arrivent. Et même dans les 20%, il va y avoir des experts qui viennent avec des salaires de l'Europe. Finalement, on parle d'aide dont une partie, souvent une partie, on peut dire, remboursable. Et finalement, les Africains, nous perdons parce que ceux qui sont censés nous aider reprennent de la matière première à des prix qui sont décidés à Londres ou dans d'autres pays, et avec des accords qui nous sont défavorables parce que nos fiscs, en disant ils nous aident, en réalité ils ne nous aident pas. C'est nous les Africains qui aidons l'Europe. Alors Alfred, quelles peuvent être les conséquences d'une telle baisse quand on sait qu'une trentaine de pays africains font partie de ces PMA? Les conséquences, c'est des projets, des programmes qui ont été lancés, qui ne pourront plus justement être réalisés, faute justement de financement. Mais ça appelle justement une réflexion pour ces États-là à pouvoir eux-mêmes, en grande partie, essayer, malgré les maigres ressources qu'ils ont, de financer à hauteur de leurs revenus. Il ne faut pas toujours chercher justement à se caler sur les indicateurs, les standards qui sont imposés par la communauté internationale, par les institutions financières internationales. Il faut voir par rapport à nos revenus et à nos réalités, à nos ressources. Et à partir de là, financer ce qui est finançable et voir comment. Hier, nous étions à ce point. Avec nos propres moyens, nous sommes arrivés à ce niveau. Il y a commence à une avancée. Si nous ne procédons pas de cette manière-là, évidemment, nous serons toujours dépendants de cette aide-là, malheureusement. Alors Jean-Marie, rapidement, partagez l'avis d'Alfred. Est-ce que ça doit amener justement une réflexion pour ces PMA pour avoir une plus grande indépendance financière ? Effectivement, il doit y avoir une réflexion globale concernant cette aide-là. Je prendrais peut-être les deux, c'est-à-dire mes deux collègues, Alfred et Gratien, parlent de la même chose, mais sur deux versants, qui peuvent être réconciliés quelque part. Parce que cette aide-là, quand elle arrive en Afrique, il y a Gratien qui a souligné un point qui est très important, c'est que cette aide-là, quand on nous l'accorde,
cette aide-là n'arrive pas intégralement en Afrique. Elle n'arrive pas intégralement en Afrique et elle sert à pas mal de choses, cette aide-là, c'est-à-dire dans nos États africains. Donc quand on voit le niveau de détournement, de corruption qu'il y a, point d'interrogation, quelle baisse par rapport à ce qu'elle a été l'année précédente, nous connaissons tous les raisons, c'est-à-dire les facteurs économiques qui vont faire en sorte que cette aide-là a baissé et que la plupart des États qui y contribuaient les années précédentes n'ont pas contribué au même niveau. La crise est passée par là. Il y a eu une inflexion de la croissance économique pratiquement dans tous les pays, ici, là, en Europe, l'année dernière. Et c'est là, maintenant, en 2015, que l'économie repart globalement au niveau européen en tant que tel. Donc ça, ce sont des facteurs qui peuvent expliquer cette baisse de l'aide-là. Mais maintenant, concernant nous, les États africains, bon, il va falloir, comme Alfred le disait tout à l'heure, que nous essayions c'est-à-dire de trouver les voies et les moyens pour pouvoir financer la croissance de nos économies. Ne pas seulement regarder à l'extérieur et tabler là-dessus. Merci, c'est à présent la fin de cette émission et de cette semaine sur le Togo. La semaine prochaine sera consacrée à la lutte contre le terrorisme. Gracien, merci d'avoir été là. Merci Fanny, bonsoir à tous. Alfred, merci également. Merci Fanny, ça a été une joie immense de vous retrouver sur le plateau de l'Africa Newsroom et puis merci de l'accueil de mes très chères téléspectatrices. Et Jean-Marie, merci. Bonsoir Fanny, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Et merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt dans l'Africa Newsroom.